Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un entretien exclusif que nous vous proposons aujourd'hui sur la chaîne de Ziana TV. Nous avons ici sur ce plateau Monsieur Charles Bligoudé. Monsieur Charles Bligoudé, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous nous recevez ici à La Haye où vous êtes en liberté conditionnelle. À côté de moi, Marie-Paul Badli, chargée des relations avec la Côte d'Ivoire pour le compte de Ziana TV. Ensemble, nous allons revenir sur les grands moments qui ont marqué votre histoire, qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens et plus encore l'histoire de la sous-région. Aujourd'hui, vous êtes un acteur majeur de l'Afrique, un acteur majeur pour la Côte d'Ivoire. Vous avez impacté, vos décisions ont impacté la politique ivoirienne. Et nous allons revenir aujourd'hui pour faire un point avec vous sur l'actualité ivoirienne, l'actualité africaine. Et tout d'abord, avant de commencer, comment allez-vous, Monsieur Bligoudé? Mais je vais très bien. Côté santé, je me porte bien. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été beaucoup éprouvé par des deuils successifs, perdu en moins de 3 mois, 3 frères, une sœur. Mais cela ne m'empêche pas de faire face à mes responsabilités de leader. Parce que la frontière entre mes ressentiments personnels et mes douleurs personnelles, donc ces ressentiments, ces difficultés personnelles, et puis mon devoir d'homme public, mon devoir de leader, moi j'ai établi cette frontière. Donc je suis là, et puis je suis là, je suis très content de vous voir, et ne vous inquiétez pas, je suis à vous. Très bien. Merci, Monsieur le ministre Charles Bligoudé. Nous sommes ravis de vous recevoir, comme l'a dit Madame Doriska. Et nous tenons du fait de cette interview pour nous présenter. Vous avez déjà annoncé la chose, toutes nos condoléances. Étant ivoirienne d'origine, je peux d'abord que vous dire, comme on dit chez nous, Yako, pour toutes les douleurs éprouvées. Et nous vous remercions vraiment que malgré cette situation, vous prenez à cœur votre devoir d'homme politique pour nous recevoir pour une interview. Donc merci à vous. Madame Doriska, peut-être que vous voulez commencer par la première question. La première question. On va revenir sur ces moments historiques, ces moments. Aujourd'hui, il faut savoir que vous faites partie de ces Ivoiriens qui ont eu des lourdes charges par rapport aux prises de position politiques que vous avez eues. On va revenir sur cette période sombre de votre incarcération. Est-ce que vous avez des regrets? 5 ans de prison au niveau de la CPI. On vous voit aujourd'hui, vous êtes en forme, vous êtes un homme combatif. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à cette période à la CPI? Écoutez, c'est ma énième interview depuis que je suis sorti de prison. Des chaînes m'ont sollicité. On m'a même souvent de fois reproché de faire trop la part aux chaînes occidentales. Voilà, et c'est pourquoi je voudrais, avant tout propos, remercier Ziana TV qui m'a sollicité, qui est venu jusqu'ici, qui est une chaîne congolaise, africaine, et puis c'est avec honneur que j'ai accepté cette interview-là, pour aussi parler aux miens, c'est-à-dire aux Africains. Quand je dis aux miens, je ne parle pas d'Ivoiriens seulement. Moi, Charles Bligoudé, je suis d'abord africain, avant d'être Ivoirien. Cela dit, chaque débat a sa tribune et son moment. Le procès qui m'a conduit ici, à la CPI, s'est soldé à mi-parcours par un acquittement. Mais comme vous le savez, il y a un appel en cours et nous sommes en attente d'un débat. En attendant, je n'ai malheureusement pas le droit de me prononcer sur les questions relatives à ma détention ici, à la CPI, et puis à l'affaire pour laquelle je suis encore ici. Mais patientez-vous. Le temps viendra où nous parlerons de toutes ces questions-là. Est-ce que je regrette? Je pense que j'aurai le temps de parler aux Ivoiriens. J'aurai le temps de parler aux Africains. 14 mois en détention à la DST en Côte d'Ivoire, où j'étais seul, je n'avais droit à aucune visite, même pas celle de mes avocats. Loin de me briser le moral, ça m'a permis de refaire le tout.
d'opérer une remise en cause. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait de trop? Je pense que j'ai eu tout le temps de remuer tout ça. Et mes conclusions sont au frais et nous aurons le temps de les partager. Soyez juste patiente. Alors, soyons patients, Monsieur Blé Goudet, vous avez été acquitté à la CPI en janvier 2019. Par contre, en Côte d'Ivoire, vous avez été condamné à 20 ans de prison. Est-ce que la justice est plus forte que les hommes ou la justice ivoirienne est au-dessus de la CPI? Je pense que je ne suis pas la personne ou la personnalité la mieux indiquée à qui cette question doit être adressée. Les autorités de mon pays ont cru bien faire de me transférer à la CPI après une audience qui a eu lieu le 21 mars 2014. La chambre d'accusation a siégé en Abidjan, au palais de justice. Malgré la plaidoirie de mes avocats, qui indiquaient que la justice ivoirienne était mieux placée pour me juger pour ces faits-là, et la justice de mon pays, sur ordre, comme on le sait en Côte d'Ivoire, des gouvernants, j'ai été donc transféré ici pour être jugé des faits relatifs à la crise post-électorale dans mon pays en 2010-2011. Après plusieurs années de procédures très longues, la justice internationale est arrivée à la conclusion de mon innocence, suivie de mon acquittement de manière immédiate. Pour ces mêmes faits, au mois de décembre 2019, près d'un an plus tard, la justice de mon pays les requalifie en déclinaison. Au lieu de crimes contre l'humanité, on parlera de viols, de pendaisons, de tout ce que vous savez. Et puis, je suis condamné à 20 ans de prison, 10 ans de privation de liberté, pendant 10 ans de privation des droits civiques. Et c'est tout récemment que nous allons savoir pourquoi tout cela. In fine, mon nom est donc rayé de la liste électorale. Je ne peux donc ni être électeur, ni être éligible. On dirait peut-être tout ça pour ça. Donc, est-ce que la justice ivoirienne est au-dessus de la justice internationale? Pour moi, il faut juste qu'on respecte les lois, qu'on s'est fixées librement nous-mêmes. C'est tout. Il ne faut pas se substituer. Moi, je n'ai pas en croire à une justice. Seulement, mon combat, c'est qu'on puisse doter nos pays d'institutions fortes. Et qu'on puisse respecter la séparation stricte des pouvoirs. Et que le politique ne puisse pas toujours s'inviter dans le débat de justice. Parce que la justice, elle est là pour rassurer tout le monde. C'est le rôle de la justice de nous rassurer, de nous juger en hommes égaux. Vous voyez? On ne peut pas être dans deux républiques où certains sont encadrés, sont couverts, jouissent d'une impunité sans précédent, pendant que d'autres sont traqués. Non seulement au niveau national, mais au niveau international. Qui sont ces certains, monsieur le ministre? Moi, Charles Blé Goudet, je crois que quand on parle de bataille, je ne suis pas fou pour me battre seul. Il y a certainement en face de moi une partie contre laquelle je me bats. Je suis surpris que jusque-là, notre justice nous chante une musique monocolore. J'ai un problème avec cela. Et donc, nous nous battons pour que nos institutions soient respectées. Et que nos institutions puissent jouer leur rôle. Et puissent être crédibles. Quand une justice est forte et qu'elle est équitable, elle rassure même le citoyen lambda, mais aussi les partenaires économiques. Ce n'est malheureusement pas le cas dans mon pays. Voyez-vous, je vous prends des exemples. J'ai vu sur les réseaux sociaux des individus se réclamant du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire qui menacent ouvertement de s'attaquer à des chrétiens qui avaient annoncé une marche. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été inquiétés. Deuxièmement, tout récemment,
avant la marche de l'opposition, ces derniers temps, suite au troisième mandat que le président Ouattara tente d'imposer à la Côte d'Ivoire, j'ai vu des individus se réclamant du pouvoir menacer ouvertement ceux qui allaient marcher. Et effectivement, le lendemain, en plus de la police, on voit des civils avec des armes blanches qui s'attaquent dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire aux manifestants aux mains nues. Ceux-là non plus n'ont pas été inquiétés. Par contre, non mais j'ai pas fini, en plein Covid-19, des mesures sont éditées par le gouvernement en place. Mesures de distanciation sociale, le nombre limité de personnes pouvant se regrouper ou pas, le port du cache-nez, vu la progression galopante du Covid dans notre pays. Pour réclamer que leur champion soit candidat, madame, le ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire a organisé une marche dans une ville à Côte d'Ivoire qu'on appelle Daloa, avec autant de monde dans la rue. Violant ici les règles éditées par le gouvernement auquel lui-même il appartient. Quel exemple nos gouvernements donnent? La ministre de l'Éducation nationale va se voir ouvrir le palais de la culture de mon pays, qui était fermé aux acteurs de la culture, qui eux étaient au chômage et souffraient dans leur maison. C'est-à-dire les musiciens, les poètes, et tout ce que vous, les cinéastes, tout ce que vous voulez. Mais elle, on a ouvert ce palais de culture juste pour qu'elle vienne solliciter un troisième mandat de son mentor. Je trouve que ce n'est pas juste. Et pendant qu'il y a une actrice en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Emma Loès, je crois, qui avait organisé un anniversaire chez elle à la maison, le procureur d'Abidjan, qui est devenu subitement mieux comme une carpe, l'a condamné à une amende très forte. C'est cela, ce que je ne comprends pas dans notre pays. Et on veut nous faire croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Alors, voilà mon opinion sur la justice ivoirienne. Ce n'est pas une histoire de croire ou ne pas croire. On doit se battre pour avoir des institutions fortes. Et que des individus, quelle que soit leur position politique aujourd'hui, ne puissent pas se substituer à nos institutions. Voilà notre combat. Votre combat aujourd'hui contre la justice, finalement, cette justice, elle est instrumentalisée par les hommes politiques. Oui, cette justice est instrumentalisée par les hommes politiques. Hélas, j'allais dire. Mais est-ce que nous devons désespérer? Non. Notre génération a ce combat de faire en sorte que ce que nous envions aujourd'hui puisse un jour aussi voir le jour chez nous. La France, avec ses institutions, a une longue histoire. Pour qu'elle en arrive là, les femmes ont eu le droit de vote aux États-Unis dans pas longtemps, c'est dans les années 78 par là. Voilà. Et la même chose en France. Je veux dire que tout évolue. À quel âge, à quel moment les jeunes à plus de 18 ans ont eu le droit de vote? Tout cela a été des combats. Pour moi, il ne faut pas désespérer. Nous devons nous battre et c'est le devoir de notre génération, tant en Côte d'Ivoire que partout en Afrique, de faire en sorte qu'on ait des institutions fortes, notamment la justice, qui doit comprendre qu'elle n'est pas là pour servir un parti au pouvoir. Elle est là pour l'ensemble des citoyens. Voilà notre combat. Une justice plus forte pour un pays plus fort, un continent plus fort. Marie-Paul, l'actualité. L'actualité socio-politique de la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas y échapper. Monsieur le ministre Chablé Goudé, vous avez parlé d'institutions fortes et je rebondis sur votre propos. Il y a un débat actuellement sur la Constitution et le fameux troisième mandat du président Alassane Ouattara. Le 5 mars dernier, M. Alassane Ouattara déclarait à la face du monde qu'il avait décidé de ne pas se présenter, même si la Constitution le lui permettait. Il avait décidé de ne pas se présenter et de passer la main à la nouvelle génération. Vous l'avez félicité, je vous cite en contextualisant un peu, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le saluer. C'est cela faire de la politique autrement et c'est cela le projet que je porte. Alors ma première question, monsieur le ministre, c'est de savoir pourquoi féliciter un président qui dit qu'il ne se représente plus tout simplement parce que la Constitution le lui permet. En fait, lui permet pas de se représenter. Donc, normalement, c'est une normalité. Pourquoi le féliciter? D'ailleurs, vous avez vu par la suite qu'il s'est lui-même dédié après de ce qu'il avait dit. Merci. Beaucoup de personnes m'ont déjà posé cette question en privé. Oui.
Quand vous êtes dans une ville où des chauffeurs ont l'habitude de ne pas respecter le feu tricolore et que subitement un chauffeur arrive au feu rouge et il s'arrête, on le félicite. Il a fait des normales dans l'anormalité. Sinon, je suis d'avis avec vous. Respecter la Constitution et les lois que nous nous sommes fixées librement devrait faire partie de nos habitudes, de notre quotidien. Hélas, c'est une dernière en Afrique. C'est pourquoi, moi, qu'un président de la République ait réuni le Congrès, les deux chambres, les députés et les sénateurs, pour, à la face du monde, comme vous venez de le dire, et en présence des représentants du peuple, dit qu'il ne se présente pas. Et dit-il, parce qu'on lui a dit que un troisième mandat de sa part était susceptible de porter un coup dur à la paix dans son pays. Alors lui veut que son pays soit en paix. Donc, il ne se présente pas. J'étais content. Parce que pour moi, la parole présidentielle est sacrée. Avant même qu'elle soit présidentielle, la parole tout court est sacrée. La fusion entre la pensée, la parole et l'acte, malheureusement, comme on vient de le constater, est devenue denrée rare dans nos pays. C'est pourquoi je suis là sur ce plateau pour dire que il faut que nos dirigeants arrêtent ce syndrome des dieux où ils pensent que après eux c'est le déluge. C'est une insulte à notre nation que de dire que si M. Alassane Ouattara va, la Côte d'Ivoire ira à volo. Non. Houphouët-Boigny n'est plus là, la Côte d'Ivoire est là. George Washington n'est plus là, l'Amérique est là. Winston Churchill n'est plus là, l'Angleterre est là. Le général de Gaulle n'est plus là, la France se porte bien. Kwame Nkrumah n'est plus là, le Ghana se porte bien. Modibo Keïta n'est plus là, le Mali est là. Maurice Yameogo n'est plus là, le Burkina Faso est là. Patrice Lumumba n'est plus là, le Congo est là. Je suis d'autant plus choqué que je trouve des gens de ma génération accepter de telles thèses juste pour des positionnements politiques. Moi, je ne peux jamais soutenir une cause que je ne partage pas. Et je trouve que c'est un problème en Afrique. Alors, le président Ouattara a dit, et il s'est dédié, pour des raisons qui lui sont propres, et sur lesquelles vous pouvez certainement revenir. Ces raisons sont claires, monsieur le ministre, parce qu'en ce moment, on voit des débats à longueur de journée sur est-ce que la Constitution lui permet, avec l'article 55, la continuité législative, article 183, mais est-ce que vous pensez que c'est un faux débat? Parce que lorsqu'on entend le discours du président Alassane Ouattara le 6 août, il a été clair et il a répété hier. Il a dit clairement, ce n'est pas un problème de constitution, il le fait pour des raisons de force majeure et de circonstances exceptionnelles, et parce que ses concitoyens lui ont demandé, et il assume son destin. D'accord. Voilà ce qu'il dit. Merci. Donc madame. pourquoi parler de constitution? Est-ce que vous pensez que c'est un faux débat, puisqu'il parle de destin lui-même? D'abord, avant de parler de constitution, parlons d'éthique. C'est-à-dire une autorité de cette trempe qui a une tribune aussi importante comme celle du Congrès, où toutes les chaînes de télévision du monde étaient là. Notre chef d'État dit, et quelques mois plus tard, il s'est dédié. Parlons éthique. Il a tellement bien argumenté ce jour du 5 mars que tout le monde l'a applaudi. Même le président Macron l'a félicité. Pour revenir quelques mois plus tard, nous dit qu'il y a des forces majeures, ou un cas de force majeure. Oui, il peut y avoir un cas de force majeure, mais ce cas de force majeure,
il est interne à son parti politique, pas à nous Ivoiriens. Parce que les gens confondent souvent leur formation politique privée à la gestion de la vie de la nation. Oui, le RHDP, parti du président Alassane Ouattara, peut certainement avoir un plan de succession, parce que selon lui, il ne peut pas préparer en 4 semaines un successeur, ou en 4 mois un successeur. Mais ça, c'est le problème au RHDP. Il ne faut pas l'élargir à toute la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens ne sont pas RHDP. La preuve. Pendant que certains ont marché pour réclamer que leur mentor Alassane Ouattara soit candidat, d'autres étaient aussi dans la rue pour dire non à ce mandat. Donc ce n'est pas l'ensemble des Ivoiriens qui réclament cela. Et deuxièmement, je trouve que il est inélégant, doit diminutif, qu'un leader dise qu'il n'a pas eu le temps de préparer un successeur. Savez-vous que diriger, c'est prévoir? Savez-vous aussi que diriger, c'est anticiper? C'est-à-dire que depuis 2010, où le RHDP a pris le pouvoir, jusqu'en 2020, ils n'ont pas d'intelligence au RHDP. Et donc c'est en 4 mois qu'ils devaient préparer un successeur. Oui, on ne prépare pas un successeur en 4 mois. Mais on le prépare dès l'instant où on est déjà même dans l'opposition. Mais son successeur est décédé, c'est ce qu'il dit. Le successeur qui était proche de lui est décédé. Monsieur Amadou Gon-Coulibaly. Bon, moi je ne me sens pas concerné par ce débat. Ouais. Vraiment, je ne me sens pas concerné par ce débat. Je respecte la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon, paix à son âme. Donc, je ne me mets pas dans ce débat. Mais je souhaite qu'on ne confonde pas la gestion privée du RHDP, parti au pouvoir, et la gestion de la nation ivoirienne. C'est très important. Deuxièmement, vous avez vu tout à l'heure que c'est un faux débat. Non. Un débat qui entraîne la mort des concitoyens, un débat qui entraîne la perte des vies humaines, ne peut pas être considéré comme un faux débat. Je suis désolé. Il faut qu'on respecte la vie des Ivoiriens. Avant que le président Alassane Ouattara ne vienne se dédier, il n'y avait personne dans la rue. Il n'y avait pas d'émeute dans la rue. Tout le monde attendait, se préparer pour aller aux élections. Pourquoi doit-on toujours avoir des problèmes quand on est à la veille d'élection? Moi, je lance cet appel à nos dirigeants. C'est une lourde responsabilité de faire en sorte de ne plus faire subir aux Ivoiriens un autre traumatisme par rapport à des élections. Mais est-ce que, monsieur Blé-Goudé, nous tirons des leçons du passé? Parce qu'on a l'impression que les élections d'Afrique deviennent une africanité où tous ces leaders qui viennent au pouvoir ont du mal à partir, modifient la Constitution pour briguer un 3e mandat. Mais parce que ce sont des gens qui nous injurient. Ils nous insultent. Ils insultent notre mémoire. Ils insultent notre intelligence. Et ces leaders-là qui ont du mal à partir veulent faire croire que nous ne sommes rien. Nous sommes incapables. Mais eux, ils ont remplacé des gens. Pourquoi ils refusent d'être remplacés? Pourtant, ça fonctionne. Et c'est cela la vie d'une nation. Mais est-ce qu'il existe encore des hommes d'État aujourd'hui? Parce que au Ghana, ça a l'air de bien. Non, il y a des hommes politiques ou des politiciens. Il y a des hommes d'État rares en Afrique. Parce qu'un homme d'État, il bâtit pour la postérité. Et le politicien, il se bat juste pour des élections et pour un positionnement politique. Voilà la différence. Et nous nous battons pour que l'Afrique ait des hommes d'État. Ceux qui ne peuvent pas se substituer aux institutions. Ceux qui savent qu'avant eux, il y a eu des dirigeants et qu'après eux, il y en aura. Voilà le problème. Et cela passe par la formation. Et aussi par la présence dans le pays d'une autorité morale. En Côte d'Ivoire, c'est le cas que je connais, il n'y a pas d'autorité morale. Il y a peut-être des autorités politiques, mais il n'y a pas d'autorité morale. C'est-à-dire, cette autorité-là, qui incarne des valeurs, et qui est capable de prendre de la hauteur et de la distance face aux petits conflits. Le Burkina en a. J'ai vu, j'étais en prison, en 2015, lorsque tous les Burkinabés sont descendus dans la rue. À un moment donné, le Burkina est devenu calme. Les gradés, les autorités politiques, les militaires, c'est-à-dire que ceux qui ont les fusils, étaient tous à genoux devant un monsieur qui était assis là, le Moro là-bas. Il a orienté les choses et il n'y a pas eu de mort au Burkina. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ce sont nos têtes couronnées, nos chefs de village,
nos rois et chefs coutumiers, garants de notre culture et de nos valeurs, qui défilent tous les matins devant le chef de l'État pour solliciter qu'il viole la Constitution et qui brigue un troisième mandat. Alors qu'en principe, il devait se tenir très loin de ce qui est politique pour protéger nos traditions, pour protéger nos valeurs. J'ai un problème avec tout ça. Notre société va à volo. Il faut donner à la Côte d'Ivoire une âme. Il faut donner à la Côte d'Ivoire une autorité morale. Parce que, où allons-nous? Si on se bat, qui viendra donc nous séparer? Si nos chefs traditionnels, eux-mêmes garants de notre culture et de nos valeurs, sont en plein dans la magouille, dans la marmaille et dans la politique, il y a un problème. Que vont-ils léguer aux générations futures? Voilà la vraie question. La transmission. Voilà. La transmission. Vous transmettez quoi aux futures générations? Vous léguez quelle société aux futures générations? Quelle société voulons-nous bâtir? Voilà, madame ou mesdames, les questions qui se posent à nous. Et c'est notre devoir d'y répondre et d'y apporter des solutions. C'est pourquoi j'ai proposé, et je continue de le dire, je propose des assises nationales pour des élections non violentes en Côte d'Ivoire. Je préfère que la Côte d'Ivoire perde des mois qui vont servir à discuter, à poser sur la table même les questions qui fâchent, au lieu de perdre des Ivoiriens qui vont encore mourir. Asseyons-nous, posons les problèmes et discutons, échangeons. 2010, notre pays a souffert. Les Ivoiriens ont souffert. Ils ne vont plus accepter qu'on les conduise dans une aventure sans issue. Et c'est la responsabilité des autorités actuelles. Le président Ouattara et son équipe doivent prendre de la hauteur, faire en sorte que, autour d'une table, toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire s'asseyent autour du pays malade. On nous dit, oui, la Côte d'Ivoire marche, mais elle marche comment? On peut marcher et boiter. Voilà le problème. Mais, Monsieur Bégoudé, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour convoquer des assises? Parce que la deadline des élections en Côte d'Ivoire est proche et on a l'impression aujourd'hui sur l'échiquier, tous les pions sont placés. On a d'un côté les pro-Ouattara, on a les partisans Gbagbo et au milieu, nous avons les partisans de Kono-Bédié. Est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui? Mais madame, pour moi, ceux qui sont pressés pour aller gagner des élections, ils font faux chemin. Parce que pour moi, en plus de gagner des élections, il faut gagner la paix, d'abord. Assainir le climat préélectoral. Parce que l'atmosphère post-électorale est la fille de l'atmosphère préélectorale. Celui qui gagne dans la paix dirigera dans la paix. Celui qui gagne dans la tension dirigera dans la tension. C'est pourquoi il faut quitter ce fétichisme des dates pour nous asseoir. Et lire le tableau politique qui se présente à nous et qui est très inquiétant. Regardez, en 2010, il y avait deux fronts. D'un côté, le front pro-Ouattara avec tous ses alliés au niveau national et international. De l'autre côté, le front pro-Gbagbo avec ses alliés. Mais cette année-ci, 10 ans après donc, les fronts se multiplient. Il n'y a plus d'un côté le front pro-Gbagbo et le front pro-Ouattara. À côté de ces deux fronts traditionnels, vous avez le front pro-Bédié, vous avez le front pro-Ouattara, vous avez le front pro-Mabrito-Akes, vous avez le front pro-Anaki, et le directeur du cabinet de M. Ouattara, depuis l'opposition, qui est devenu ensuite son directeur de cabinet à la présidence, qui est devenu par la suite son ministre des Affaires étrangères, a démissionné. Lui aussi, il est candidat. Le vice-président, M. Duncan, lui aussi a démissionné. Les fronts se multiplient. Et je pense que notre ego doit être mis de côté. Regardez avec moins de passion le tableau et pensez à la vie des Ivoiriens. Et puis, quand j'ai fini de vous faire tout ce tour, vous allez convenir avec moi que ces assises-là sont d'une nécessité sans précédent. Les assises nationales s'imposent à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous rêvez, est-ce que vous pensez à une transition ou bien peut-être un coup d'État salutaire comme au Mali? La Côte d'Ivoire qui est très tendue actuellement. Moi, je ne suis pas un pro-coup d'État. Moi, je crois à la transition pacifique par les urnes. Je sors de l'école de Gbagbo. Et c'est ce qu'il nous a appris.
Et je pense que les assises peuvent résulter sur des formes de gouvernance pouvant donc conduire à des élections apaisées. Tout cela doit sortir d'une concertation. Tout cela doit sortir d'échanges. Mais je ne peux pas prédire ce qui pourrait se passer. Ce que je veux, c'est que les Ivoiriens s'asseyent et qu'ils discutent et qu'on puisse éviter encore de vouloir venir faire des comptes mortuaires et nécrologiques. Très bien. Vous parlez, justement, vous avez parlé des votes, des urnes, vous y croyez fermement, mais nous avons vu au niveau de la CEI, la Commission électorale indépendante, M. Dikawe du parti du PDCI qui a parlé de quelques possibilités de tricherie lors de l'enrôlement. Est-ce que ce n'est pas utopique de penser que si on va au 31 octobre au vote, il peut y avoir des risques de tricherie et que M. Ouattara soit élu grandement? Au-delà des risques de tricherie, il y a des risques d'embrasement. Et c'est sur cela que moi je voulais me pencher. Et ce sont ces peurs de tricherie qui engendrent les soulèvements pour aboutir à des embrasements. Il faut que l'institution chargée d'organiser les élections puisse être crédible. Quand j'écoute le président de la CEI, il parle avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de suffisance et beaucoup de mépris. Il oublie que c'est notre argent qu'on prend pour le payer et que lui, il est là pour nous rassurer. Tout cela me donne raison. Quand je disais que je ne combats pas des individus, je combats des systèmes. Avec ce système de la CEI qui est là, vous pouvez mettre n'importe quel président à la tête, on sera confronté au même problème. Youssou Bakareko est parti, M. Kuiblé est venu, c'est le même problème qui sont là. Il faut donc reformer la commission électorale indépendante, la rendre véritablement indépendante. M. Kuiblé n'a pas sa place là. C'est un pro-Ouattara qui est proche du pouvoir. Je pense qu'il devait comprendre que ce n'est pas de lui qu'on a besoin pour organiser des élections. Il est là pour faire gagner M. Ouattara et ce système. Il doit quitter là. Et ce dont nous avons besoin... Monsieur le ministre. Oui, j'en viens. Vous avez donc la commission électorale et le Conseil constitutionnel. J'attendais que le président du Conseil constitutionnel donne de la voix après que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ait dit, et je cite, « Qui connaît cette constitution plus que moi ?» C'est quoi ça? Mais, quelle que soit votre position de chef d'État, vous n'êtes pas un juge constitutionnel. La Côte d'Ivoire, à l'université, a formé des constitutionnalistes. C'est pourquoi il y a eu des experts pour écrire cette constitution. C'est pourquoi il y a des juges qui sont membres du Conseil constitutionnel. Alors quand le chef de l'État dit à la face du monde que lui connaît la constitution plus que eux, que viendront-ils dire alors après lui? Ils ne peuvent aller que dans le sens de celui qui connaît la constitution plus que tout le monde. Vous voyez dans quoi nous nous trouvons? Nous sommes dans une monarchie où un pharaon est au-dessus de tout le monde. Et il n'est pas le premier à le dire. Son conseiller, Cissé Bakongo, un professeur émérite à l'université de Côte d'Ivoire, professeur de droit, au moment où la constitution a fini d'être écrite, et que les Ivoiriens avaient commencé à s'inquiéter pour ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une possibilité de troisième mandat, il dit, et je cite, il n'y a aucune possibilité pour le président de la République, Alassane Ouattara, de se présenter à un troisième mandat. Des années plus tard, le même vient s'asseoir devant nous pour nous dire non d'ailleurs, Alassane Ouattara connaît le droit plus que lui. Ce que je savais, c'est que c'est un économiste, le président Alassane Ouattara. Je n'ai jamais su que c'était un juriste qui peut connaître le droit plus qu'un professeur de droit. Mais pourquoi nos intellectuels sont comme si? Lorsque certains hommes politiques à l'époque, lors de la Constitution, appelaient à voter non, pourquoi n'avez pas vous... Bon, vous étiez dans un autre contexte, je peux comprendre, mais en tant que leader, appeler à voter non aussi à cette Constitution qui aujourd'hui devient litigieuse. Moi j'étais en prison. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Je sais que les Ivoiriens entendent beaucoup de moi. Et beaucoup me disent, mais pourquoi Blé Goudé ne parle pas quand j'étais en prison? Mais attends, moi j'étais en prison. Quand je suis en prison, je me débrouille pour faire des petites déclarations. Mais j'étais en prison face à une justice internationale. Demandez plutôt à ces leaders qui varient, dont les positions varient selon leurs petites ambitions et leurs positions politiques, de dire pourquoi ils avaient appelé à voter oui. Et puis deuxièmement, demandez aux experts
qui ont écrit cette constitution-là, que c'est leur devoir. Pendant qu'ils écrivent une constitution, de ne pas laisser place à l'interprétation et au doute. Ils auraient clairement mis dans cette constitution une clause qui dit qu'il n'est pas permis à l'acteur chef de l'État de se présenter. On n'en serait pas là. Ils ont laissé place au doute. Et pendant que les Ivoiriens sont dans la rue en train de mourir, ils sont muets comme des carpes. Vous savez que c'est ça qui dit que j'ai mal à la Côte d'Ivoire. On n'est plus dans un pays des valeurs. Tout le monde a peur. Tout le monde va à la soupe. Ceux qui font la valeur d'un pays, ce sont ces érudits. C'est ce qui a fait la Grèce dans le temps. Ceux qui font la valeur d'un pays sont ces intellectuels qui pensent le pays, qui réfléchissent le pays. Savez-vous que sur la table aujourd'hui des législateurs américains, il y a encore 4 lois qui datent de 1700 ou de 1800 et qui n'ont pas encore été votées. Parce que les législateurs ne sont pas encore d'accord. Parce qu'ils réfléchissent pour le long terme. Mais dans notre pays, on vous distribue quelques prébendes et puis tout de suite, vous voyez les députés. Les doigts en l'air comme des élèves de CP1. Et puis voilà. Voilà ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on redonne à la politique ses lettres de noblesse. Il faut qu'on redonne au peuple ivoirien son pouvoir. Mais cela, toujours dans le calme, dans le respect de la discipline et puis des moyens pacifiques. Je tiens à cela. Parce que moi, je ne veux plus qu'un seul Ivoirien perde la vie. C'est pourquoi j'insiste encore, j'appelle à des assises nationales pour des élections non violentes. Espérez-vous une intervention de la communauté internationale, qu'elle soit occidentale? Elle a bien intervenu lors des élections 2010-2011 et vu le tableau que vous êtes en train de dépeindre qui a l'air très compliqué, est-ce que vous pensez que la communauté internationale ou même africaine au niveau de la CEDEAO puisse intervenir pour débloquer la situation? Dans tous les cas, aucun pays aujourd'hui dans le monde que nous vivons, ce village planétaire, ne peut plus vivre en autarcie. Certes, nous sommes Ivoiriens, c'est notre pays, mais il y a bien d'autres entités qui sont des partenaires qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Et donc... précisément la France, si vous préférez, pas plus précis. Oui, et non, au-delà de la France, j'arrive. J'ai vu les Nations Unies s'investir en moyens humains, en moyens financiers, matériels, en moyens diplomatiques, en Côte d'Ivoire. Au moment où Laurent Gbagbo était là, jusqu'à ce que le pouvoir Ouattara s'installe. Idem pour la France. Je ne crois pas que la France et les Nations Unies se soient investis pour nous donner ce pouvoir dictatorial. Je leur accorde le bénéfice du doute ou de la bonne foi pour dire que ces entités dont je viens de parler voulaient donc que la Côte d'Ivoire puisse vivre une démocratie. Voilà ce que nous vivons. Chaque président veut venir avec sa constitution. On veut confondre la nation ivoirienne avec une monarchie. Je ne crois pas que tous ces efforts aient été fournis pour qu'on en arrive là. C'est pourquoi moi j'en appelle à la France et aux Nations Unies de venir dès maintenant pour qu'on puisse créer les conditions d'une élection crédible et sans violence. Et c'est pourquoi je précise encore, j'en appelle à des assises nationales pour pouvoir donner aux Ivoiriens des élections qui ne puissent pas être l'occasion de monde. Parce que la politique, on l'a fait pour les hommes. Quand elle se déshumanise, pour moi, il y a un problème. Tout ce que nous faisons, les discours qu'on tient dans les télévisions, tous les projets de société qu'on conçoit, c'est pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Donc, on fait la politique pour les hommes. On ne fait pas la politique pour créer la mort. Il est encore temps. Et je regarde les Ivoiriens droit dans les yeux. J'en appelle à la responsabilité du chef de l'État ivoirien. Il est encore temps qu'il puisse sauver la Côte d'Ivoire. Tout dépend de lui. Vous n'espérez rien de la France, monsieur le ministre? Non, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui veulent une chose et son contraire. Alors, les jours pairs, on veut la France. Les jours impairs, la France intervient trop dans notre affaire. Il faut que la France reste à côté. C'est une histoire entre Ivoiriens. Aujourd'hui encore, non, il faut que la France vienne. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. La France peut appuyer nos efforts. La France peut appuyer nos efforts. La France peut accompagner nos efforts. Mais c'est à nous aussi de prouver que nous sommes capables d'idées novatrices. Cela me rappelle la question et les débats sur les indépendances, dont on parlera certainement tout à l'heure. Oui. Mais, M. Blé-Goudé, je veux revenir au rôle de la France aujourd'hui. Est-ce que la France est un facteur déterminant pour la paix en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr.
Alors, nous revenons dans le contexte de 2010. Nous avons eu des relations très difficiles avec la France et la Mais parce que les Ivoiriens n'ont encore rien compris. Laissez la France là où elle est. On ne va pas accuser la France de tous les maux d'Israël. On est d'accord? Nous tous, nous avons chanté ici que nous sommes capables... Elle a quand même une base militaire en Côte d'Ivoire. Oui, mais ce n'est pas la base militaire française qui vote les lois en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un autre débat. Je dis, notre constitution est violée. Nous avons une commission électorale qui est sous contrôle du pouvoir. D'accord? Nous avons un conseil constitutionnel qui est muet. Nous avons des experts qui ont écrit une constitution confligène. Parce que pourquoi la constitution de 2010 a-t-elle été remplacée par celle de 2016? Le président Ouattara l'a dit, parce que cette loi-là contenait des dispositions confligènes. Ce n'est pas la France qui a voté la loi. Nous-mêmes, d'abord, remettons-nous en cause. Moi, je suis pour cette remise en cause. Je ne suis pas pour ceux qui accusent toujours les autres d'être à la base de leur malheur. La France a joué un rôle en Côte d'Ivoire, un rôle majeur. Et elle a encore un rôle majeur à jouer en Côte d'Ivoire quand les Ivoiriens vont la solliciter. Mais je le répète, elle ne peut qu'accompagner nos efforts. C'est le président Ouattara qui a appelé la France. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Alors, c'est le président Ouattara qui a conduit le président Gbagbo et moi ici. C'est vrai ou c'est faux? Quand il a dit qu'il n'avait plus un seul Ivoirien ici, aucun Ivoirien n'est venu ici. Donc, il s'agit aussi avant tout de nous d'abord et de ce qu'on veut. Il faut que nous puissions comprendre que les choses évoluent. Le monde évolue. C'est notre responsabilité. Elle est très lourde de protéger nos concitoyens. De faire en sorte que des conflits politiques ne puissent pas tout de suite glisser sur un terrain d'affrontement intercommunautaire. Tout cela, c'est notre responsabilité. Quand les manifestants étaient dans la rue, et qu'en plus de la police, il y avait des milices, il y avait des armes blanches pour attaquer les manifestants, c'est la France? C'est pas la France. Quand en plein Covid-19, des milices de la République violent les mesures que eux-mêmes ils ont énoncées, est-ce que c'est la France? Donc, nous, Africains, dans un premier temps, essayons de faire mea culpa, essayons de faire une remise en cause. Ensuite, quand nous avons fini, nous-mêmes, de comprendre que on ne peut pas passer notre temps au rez-de-chaussée de l'humanité, faire des marches arrière, et que nous avons les dirigeants que nous méritons, ensuite, on parlera des autres. Je ne suis pas en train d'innocenter. Je trouve que vous innocentez bien la France dans ce jeu. Est-ce que là, nous sommes en pleine crise sanitaire? Vous le voyez aujourd'hui, tous les pays africains sont limite asphyxiés par le Covid-19. Et on voit aujourd'hui dans ces pays africains des dirigeants venir se faire soigner en France. Quelque part, la France ne joue pas ce jeu. Mais c'est une honte. C'est une honte. La France n'a pas écrit une lettre. La France n'a pas écrit une lettre. La France n'a pas écrit une lettre. Je voulais préciser. Moi, je parle des dirigeants africains. Je parle de l'Afrique. On parlera de la France. Je ne crois pas que la France ait écrit une lettre à nos dirigeants pour leur dire venez vous soigner en France. Alors, j'arrive et je m'explique. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 1960. Nous sommes en 2020. C'est-à-dire, il y a 60 ans que mon pays est indépendant. Mon pays est le premier pays producteur du cacao. Mon pays, dit-on, est le pays sur lequel repose l'économie de la CEDEAO. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les chiffres qui le disent. Alors, dès 1960 en 2020, la Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas eu les moyens de se doter d'infrastructures sanitaires de pointe, au point que, au moindre bobo, nos dirigeants vont se soigner en France. C'est une honte pour nos dirigeants. Parce que les hôpitaux dans lesquels ils vont se soigner en France ont été construits par leurs collègues ministres, qui eux se disent qu'ils sont en mission pour leur population. Il faut qu'on interpelle les dirigeants africains. À quoi servent encore l'argent du contribuable? C'est pas avec honneur que moi je vois tout cela. Et ils sont tout fiers de le dire. Moi je pense qu'il est temps que nos dirigeants se considèrent comme des gens en mission pour améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Santé, éducation. Et on en a les moyens. Donc je suis d'accord avec vous. C'est une honte d'abord pour nos dirigeants. La France, elle joue son rôle. Elle joue son rôle pour que ces hôpitaux soient donc fréquentés. Quand ils viennent, c'est pas cadeau. C'est pas gratuit. C'est des factures qui sont payées, malheureusement, sur le dos du contribuable. Mais nos dirigeants eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font?
Depuis 1960, dès qu'un dirigeant ivoirien ou africain a un petit bobo, il va en France avec sa famille. Le fonds qui est voté dans nos présidents de la République pour les évacuations sanitaires, ces fonds-là peuvent servir à construire des hôpitaux, des ponts en Côte d'Ivoire. Il suffit seulement qu'il y ait une volonté politique. Malheureusement, quand des gens eux-mêmes sont colonisés dans l'esprit, ce n'est pas maintenant la faute du colonisateur. Judas n'a pas été appelé par les Juifs. C'est lui-même qui est venu proposer ses services. En parlant de ça, monsieur le ministre, juste une question comme ça, de tout ce dispositif politique avant de passer au deuxième volet. Que pensez-vous du cumul des mandats en Afrique? Je vais être très direct avec vous. Nous avons actuellement un Premier ministre qui conjugue 5 postes à lui seul. Et demain, si vous ne l'avez pas caché, que vous avez des ambitions de devenir président de la République, donc demain vous arrivez au pouvoir, vous voyez, auriez-vous nommé monsieur Ahmed Bakayoko Premier ministre, surtout qu'il y a des problèmes, selon une certaine presse, au niveau de son implication dans des réseaux de cocaïne, et surtout par rapport au cumul de mandats. Auriez-vous pris cette décision si un jour vous étiez président? Oh, quand je serai président, Oui. et je le serai un jour dans mon pays, Je n'ai aucun doute. et je me bats pour cela, nous venons pour diriger autrement. Diriger autrement, ce ne sont pas des slogans. Diriger autrement, c'est proposer autre chose que l'existant. Et c'est l'existant que vous êtes en train de décrire. Je n'aurai pas un Premier ministre, ministre de la Défense, député au nord de la Côte d'Ivoire, maire dans la capitale ivoirienne, j'aurais agi autrement. Mais ça, c'est moi. Et le président Ouattara n'est pas moi. Il est libre de ses choix. Il est libre du choix de ses hommes en fonction de sa vision sociétale. Mais en ce qui me concerne, je crois que notre pays regorge de beaucoup d'intelligence et donc on peut diriger autrement notre pays. Voilà. Et donc, chaque fois que je rencontre mes amis, je leur dis, écoutez, nous voulons apporter autre chose en Côte d'Ivoire. Il faut que les valeurs que nous portons puissent les incarner. Madame, je n'aurais pas fait cela. Vous n'aurez pas fait cela. Très bien. Monsieur Chablé-Goudet, nous allons passer à la deuxième partie de l'interview, si vous nous le permettez. On ne peut pas parler de Chablé-Goudet sans parler de Laurent Gbagbo. Vous le dites vous-même dans chacune de vos interviews. C'est un père, c'est un mentor. Vous êtes revenu de l'Angleterre lorsque la situation de votre pays est en difficulté et vous avez été ministre sous son gouvernement. Beaucoup de réflexions se font par rapport à votre relation avec l'ex-président ivoirien. Ma première question sera celle-là. Pourquoi avoir rencontré le contesté Soro Guillaume alors que votre père, Laurent Gbagbo, a refusé de le faire? Je n'ai aucune preuve et aucune certitude de vous dire qui n'engage que vous. Je ne sais pas si Guillaume Soro a formulé une demande d'audience auprès du président Laurent Gbagbo. Et bien entendu, je n'en connais pas. Je ne connais pas de la réponse que le président Laurent Gbagbo, la suite qu'il a donnée à cette demande. Je n'en sais rien. Je ne peux donc pas parler des choses que je ne sais pas. Moi, j'ai juste une sollicitation de Guillaume Soro à travers sa collaboratrice, l'ex-ministre Afousatou Bamba, que j'ai reçu à 2 reprises, avec qui j'ai longuement échangé sur la Côte d'Ivoire, et qui m'a porté un message de Guillaume Soro qui souhaitait me voir. Et je vais être clair avec vous. Depuis que j'étais en prison, je dis, je veux rencontrer la Côte d'Ivoire plurielle, dans toute sa diversité. Même mes adversaires, je les ai rencontrés quand j'étais en prison. J'ai reçu des gens avec qui je ne partageais pas forcément le même point de vue. Et quand je suis sorti, moi je suis un homme logique dans ma pensée, dans ma parole et dans mes actes. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà comment je suis. J'ai rencontré en plus de Guillaume Soro, le professeur Dikaoué, qui était au Golfe pendant qu'on annonçait ma mort. J'ai rencontré Jean-Louis Billon, ici à La Haye. Il était RHDP. Ce sont des gens du PDCI sur lesquels... Non, ne faites pas une fuite en avant. Qui étaient des gens du RHDP qui nous ont chassé du pouvoir. Oui, mais aujourd'hui, ah oui, ce sont des gens qui ont contribué à m'emmener à La Haye. C'est une réalité. Mais moi, je ne veux pas être nourri de haine.
Je les ai rencontrés quand ils ont sollicité me voir. Nous avons échangé de la Côte d'Ivoire et le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. J'ai rencontré tout le monde. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré aussi Afi N'Guessan, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire. J'ai aussi rencontré Guillaume Soro à sa demande. Nous avons eu 4 heures d'entretien. Il est rentré, il n'est pas devenu COGEP. Moi non plus, je ne suis pas devenu GPS. Mais, vous savez, malheureusement, en politique, il n'est pas souvent payant d'avoir raison trop tôt. Je vois les marches aujourd'hui à Paris, où les mêmes qui me couillaient au pilori hier d'avoir reçu Afoussi Bamba, ou Soro Dioum, sont dans la rue avec elle. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont dans la rue avec elle. En 2018, je dépêche une mission du COGEP, conduite par le professeur Noubou Yacinthe, en son temps premier secrétaire du COGEP, à Daoukro, pour porter au président Rikonam Bédié un message de Charles Blé Goudé. J'ai été traité de tous les noms sur les réseaux sociaux. Blé Goudé est un traître, c'est Bédié son candidat. Aujourd'hui, les mêmes qui me coulaient au pilori sont même allés plus loin avec Rikonam Bédié que moi. Moi, je n'ai fait que lui apporter un message. Mais ils sont en partenariat avec lui. Vous êtes sur la vous voyez, vous avez une plateforme politique. Vous voyez, moi je ne refuse. Oui, mais c'est moi qui étais là-bas et c'est moi qu'on dépeignait comme un traître. Je suis en train de vous dire que tous ceux dont vous parlez sont aujourd'hui dans la rue ou dans des réunions avec ceux que j'ai rencontrés et pour lesquels j'ai été vilipendé. En politique, il n'est pas souvent payant d'avoir raison trop tôt. C'est pourquoi il ne faut pas faire la politique avec les émotions. Il s'agit de notre pays. J'ai rencontré Guillaume Soro, nous avons parlé. Et moi, j'aime parler avec l'autre. Ça ne me fait pas devenir son partenaire ou pas, ou quoi que ce soit. Toute réalité politique est une denrée périssable. Celui qui n'a pas compris hier peut comprendre aujourd'hui. Donc on peut faire des alliances qui... Non, je ne parle pas d'alliance, je parle de comprendre. Moi, je ne suis dans aucune alliance avec quelqu'un. Ce n'est pas moi qui suis en alliance avec quelqu'un. Je dis, ceux que j'ai rencontrés hier et pour lesquels j'ai été vilipendé, ceux qui me vilipendaient sont dans la rue et dans les réunions avec ces mêmes personnes. C'est une réalité, madame, oui ou non, vous êtes ivoirienne. Oui, je suis ivoirienne. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Peut-être que pour l'unité de la situation actuelle. Ah, pour l'unité de la situation actuelle. Donc ils ont des raisons de le faire. Mais vous, quelles étaient vos raisons de le rencontrer à ce moment-là? J'ai dit que je voulais faire la paix en Côte d'Ivoire. Moi, je ne les ai pas rencontrés pour faire des calculs politiciens. Moi, je les ai rencontrés pour parler de paix en Côte d'Ivoire. En parlant avec celui avec qui j'étais en conflit hier, alors que tout le monde parle de paix. Le RHDP parle de paix en Côte d'Ivoire. Le FPI parle de paix en Côte d'Ivoire. C'est faux? Oui. Le PDCI parle de paix en Côte d'Ivoire. Tout le monde parle de réconciliation. Je suis le seul homme politique qui ait pu rencontrer ceux qu'on peut considérer comme mes ennemis, à qui j'ai serré la main, avec qui j'ai échangé. Je joins l'acte à la parole. Moi, je ne dis pas des choses la journée, et puis la nuit, je me cache. Soro Dioum et Rikonam Bédié, nous tous on les rencontre. La seule différence, c'est que moi, je les rencontre la journée, et les autres les rencontrent la nuit. C'est tout. N'est-ce pas finalement une valeur d'ajustement, cette fameuse paix qu'on nous vend à gauche à droite pour... Oui, mais moi au moins, quand je dis une chose, je le fais. Je ne me suis pas caché. Quand Guillaume Soro est venu ici, je pourrais le recevoir dans une salle. On se rencontre à 200 les caméras. C'est moi qui ai écrit aux caméras pour dire, je rencontre Soro Dioum tel jour, à telle heure, à tel lieu. Venez avec les caméras. Je ne me cache pas pour faire des choses. Parce que j'estime que cette page douloureuse de notre pays, on doit la tourner. Maintenant, quand on a fini de la tourner, quand on a créé les conditions d'élection, ceux qui estiment qu'ils auront les capacités politiques, intellectuelles pour diriger le pays, ils le feront. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que cela efface le passif de Guillaume Soro? Ce n'est pas à moi de le faire. La justice est là, l'opinion nationale est là, l'opinion internationale est là. Moi, en sortant de prison, je dis, je vais faire la paix avec tout le monde. Parce que je sais que c'est ce que mon pays, c'est ce dont mon pays a besoin. Et depuis que je suis sorti, c'est ce que je fais. Et je vais continuer de le faire. Parce que c'est de cela que mon pays a besoin. Mon pays a besoin de paix. La politique, on l'a fait pour les hommes. On ne peut pas continuer dans cette belligérance permanente. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Mais je ne suis pas l'autre. On me dit, non, mais vous vous trompez. Un méchant ne peut pas me transformer en méchant. Ce serait un échec pour moi. C'est à moi de faire en sorte que mes valeurs dans lesquelles je crois puissent contaminer les autres pour le bien-être du pays. Voilà ce que je dis. Très bien. Monsieur le ministre. Et je m'en vais vous dire une chose. Très bien. Vous savez,
moi aussi, il y a des Ivoiriens qui me reprochent des choses. Je vais vous en poser une question dessus. Si Ok, vous allez-y. me permettez. Allez-y. Je vais vous en poser deux, et puis après, je pense qu'avec le temps qui s'égrène, et cette émission passionnante, il vous est reproché d'avoir créé votre parti, le COJEP, Congrès panafricain de la justice et de l'égalité du peuple, alors que vous parlez tout le temps de Laurent Gbagbo, et de n'exister que pour Laurent Gbagbo, de recruter des gens du parti de Laurent Gbagbo, du FPI, pour en faire votre parti, et de bénéficier de l'aura de Laurent Gbagbo pour exister. Je sais que c'est contrariant pour un homme politique, mais je ne fais que relever ce que beaucoup disent, et je ne pouvais pas vous rencontrer sans vous poser la question. Je suis un peu courageuse, je sais que peut-être je vais me faire quelques ennemis au niveau du COJEP, mais je me dois de poser cette question. D'accord, je vous rassure, au COJEP, ils sont nourris au sein laitier de la démocratie et de la contradiction. Donc, vous ne vous ferez pas d'ennemis. Ils m'ont mis à la tête du COJEP parce qu'ils me savent capable de défendre les idéaux du COJEP. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, d'abord, vous avez dit beaucoup de choses. Pourquoi j'ai créé mon parti politique alors que je soutiens le président Laurent Gbagbo? Ensuite, vous avez dit que je dis que je n'existe que pour Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que je soutiens le président Laurent Gbagbo. Mais je n'existe pas que pour le président Laurent Gbagbo. On va faire référence à lui. Mais ça mais non, attends, mais vous ne pouvez pas dire de quelqu'un qu'il n'existe que pour quelqu'un, c'est pas juste. Je soutiens le président Laurent Gbagbo. Ce sont des faits. Tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, c'est un secret de polichinelle. Depuis que j'étais étudiant jusqu'à aujourd'hui, je soutiens Laurent Gbagbo, je soutiens sa politique. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, on me soumet à un tribunal parallèle depuis que je suis en prison. Comme si le tribunal face auquel j'étais ici à la CPI n'était pas suffisant ou suffisamment lourd. Et des procureurs bis sont constitués dans mon dos pour m'inviter à un autre tribunal. Je refuse de siéger à ce tribunal. Je ne le reconnais pas. Deuxièmement, ceux qui, dans leur salon, ont défini les termes de légitimité, de ce que moi je dois penser, de ce que je dois dire et de ce que je dois faire, je ne reconnais pas leur autorité. Je le dis quand j'étais en prison, je vous le répète ici, je ne reconnais pas leur autorité. Quand je venais soutenir Laurent Gbagbo, je n'ai fait de réunion avec personne. Ce soutien me vaut jusqu'à aujourd'hui ce que j'assume fièrement. Là où d'autres auraient fui, auraient versé des larmes, nous voyons toujours sourire. Parce que je crois dans les valeurs que Laurent Gbagbo incarne. Maintenant, est-ce que soutenir le président Laurent Gbagbo m'empêche d'exister en tant qu'homme politique? Non. La vague qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin en mer. C'est pourquoi le leader doit avoir un regard lointain. Demain, j'ai décidé d'être un homme politique, un acteur principal de mon pays. C'est pourquoi je suis ici, Madame Marie-Paul. Moi, je ne suis pas ministre de la Défense. Et pourtant, ici, on parle de guerre, c'est dit en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense n'est pas ici. Je n'ai jamais été ministre de l'Intérieur. Et pourtant, ici, on parle des policiers à ces pays. Vous avez suivi le procès, non? Bien sûr. Mais moi, je suis ici avec le président Gbagbo. Ça veut dire que mes adversaires savent ce que je suis. Et je l'ai assumé. Jusqu'au bout. C'est pourquoi, pour pouvoir demain compter, je ne le cache pas, j'ai créé ma formation politique à la demande des militants du COJEP qui répondent bien à notre appel. Maintenant, est-ce que cela m'empêche de soutenir Laurent Gbagbo? Alors pourquoi alors, quand un parti politique existe, il y a d'autres partenaires qui sont des partis politiques? On peut parler d'une même voix, mais on n'est pas obligé de parler d'une seule voix. Je vous le dis encore, le président Laurent Gbagbo est mon mentor, je le soutiens. J'ai créé mon parti politique. Je ne suis pas candidat en 2020. Si le président Laurent Gbagbo est candidat, je vous l'ai déjà dit, je le dis avant tout le monde, je ne peux jamais rentrer en concurrence politique avec celui pour qui je suis ici, avec celui qui m'a enseigné. C'est pas possible. Mais j'ai dit une chose qui me crée peut-être des problèmes. Je dis et je cite, je ne peux pas finir de servir Jésus-Christ et puis je vais aller servir Anne Gabriel. Non, c'est pas possible. Je reconnais une seule autorité, c'est Laurent Gbagbo. À côté de lui, la deuxième autorité que je reconnais,
c'est Simone Gbagbo. Je ne peux jamais non plus entrer en concurrence avec Simone Gbagbo. Dès qu'elle est candidate, les yeux fermés, je la soutiens. À part ces deux personnalités. Celui qui veut que je le soutienne, il doit me convaincre de ses valeurs, du projet de société qu'il porte. Et pourquoi moi, Blé Goudé, lui, va me regarder pour me demander de le soutenir. Et des gens pensent peut-être me complexer en utilisant le nom du président Laurent Gbagbo. Personne ne peut me complexer avec le nom du président Laurent Gbagbo. C'est mon père. Je ne suis pas candidat à un héritage du président Laurent Gbagbo. Je le répète encore sur ce plateau. J'ai déjà suffisamment pris ma part d'héritage. C'est-à-dire ma part de douleur. Dans sa douleur. Ça fait de vous le légitime... Je ne cherche pas cela. Je dis... Un dauphin? Je ne cherche pas à être dauphin. On ne se pas d'ailleurs au royaume. Laurent Gbagbo lui-même, je veux lui ressembler. Je ne veux pas hériter de lui. J'ai déjà ma part d'héritage. Ma part d'héritage, c'est l'enseignement qu'il m'a donné. C'est la douleur que je suis en train de traverser avec lui. Voilà ma part d'héritage. Maintenant, les héritages des casseroles, des cuillères, des chaises, des fauteuils, je ne suis pas candidat à ça. Très bien. Et je veux, non. Je veux une dernière fois mettre fin à cette question-là. J'ai l'impression que les gens ont fait d'un conflit entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo un projet de société. Gbagbo Laurent ne lui parle pas. Il ne lui téléphone pas depuis qu'ils sont sortis de prison. Est-ce que moi j'ai dit à quelqu'un que le président Gbagbo et moi on avait un projet de téléphone? Mais le président Gbagbo et moi, nous nous parlons quand c'est nécessaire. Et nous sommes dans un procès qui est encore en cours. Peut-être que notre présence ici est un fonds de commerce pour beaucoup de personnes qui se servent de Laurent Gbagbo pour exister. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'ils ne disent pas qu'ils soutiennent Laurent Gbagbo, ils n'existent plus. Ce n'est pas mon cas. Moi, c'est librement, non pas seulement sur des claviers, mais dans l'épreuve et dans la douleur que je suis à Laurent Gbagbo. Et tout le monde le sait, face à des juges ici, Marie-Paul, qui me disaient, mais on dit que vous soutenez Laurent Gbagbo. J'ai dit oui, je le soutiens. Je suis avec lui, je le connais. Ils sont combien qui, dans la douleur, peuvent assumer cela? Même dans un petit commissariat d'un quartier d'Abidjan, ils vont trembler tout de suite. Moi, je ne suis pas Pierre. Je suis Charles Blé Goudé. Sans prétention aucune, mon soutien à Laurent Gbagbo ne se négocie pas. Mais ceux qui veulent se servir de lui pour me complexer, ils perdent leur temps. Oui, Gbagbo m'a parlé de Blé Goudé, mais est-ce que vous savez ce que Gbagbo m'a dit sur vous aussi? Est-ce qu'ils savent ce que moi aussi Gbagbo m'a dit sur eux? Il faut qu'on se calme. Ce monsieur a déjà trop de problèmes. Je pense qu'il a besoin de calme autour de lui pour pouvoir avancer et puis traverser cette période-là. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Oui. Moi aussi, mon nom n'est pas sur la liste électorale. Il est face à la CPI. Moi aussi, je suis face à la CPI. Il est condamné à 20 ans. Moi aussi, je suis condamné à 20 ans. Vous savez pas qu'on est déjà suffisamment liés comme ça, Gbagbo et moi? Nos dossiers sont joints ici à la CPI. Il est condamné à 20 ans à Abidjan, je suis condamné à 20 ans. Son nom n'est pas sur la liste électorale, mon nom n'est pas sur la liste électorale. Vous n'avez pas de droit. Il ne peut pas retourner chez lui, il ne peut pas retourner chez moi. Okay. Maintenant, lui, il a demandé son passeport. Je vous ai déjà dit que, d'abord, moi-même, là, ceux qui m'ont pris à Abidjan, le 21 mars 2014, ils m'ont emmené à l'aéroport. Demandez-leur, est-ce que moi j'avais un passeport quand ils m'ont mis dans l'avion? Je n'avais pas de passeport, ni de visa. Je suis le seul voyageur dans le monde qui a voyagé dans un avion d'un continent à un autre, sans passeport, sans visa. Alors, j'ai été acquitté. Pourquoi me ramener là où ils m'ont pris? Ils ont besoin de passeport et de visa. Tel qu'ils m'ont pris, ils me ramènent au même endroit. Sans passeport, sans visa. Voilà. C'est simple, et c'est ça, c'est difficile. Maintenant, le président Laurent Gbagbo a demandé un visa. Pardon, un passeport. C'est lui le chef de l'État. C'est pour son soutien que je suis ici. Moi, j'ai dit que le président Laurent Gbagbo est le fagot. Moi, je suis la corde qu'on a pris pour attacher le fagot. Quand le fagot bouge, la corde bouge. Le jour où ils vont donner le passeport de Laurent Gbagbo, j'ai dit alléluia. Moi-même, je m'en vais le matin, j'ai dit bon, donnez-moi mon passeport. Si on me dit le président Laurent Gbagbo voyage demain, vous allez la Hollande et la Belgique, je prends mon petit baluchon, je m'en vais, j'ai dit président, on va où? Et puis on s'en va. Parce qu'on est venus ensemble.
correct. On va retourner chez nous ensemble. Donc moi je suis tranquille. C'est pourquoi quand on me demandait souvent, mais pourquoi vous n'avez pas fait les demandes de mise en liberté provisoire? Mais, madame, moi je suis en prison avec quelqu'un qui est mon mentor. Et on m'emmène ici parce que on dit que je suis son bras droit. De 2012 jusqu'à 2018-19, il a fait 13 demandes de mise en liberté provisoire, rejetées. Et moi, ici à côté, on m'a dit, mais toi aussi, il faut demander. J'ai dit, mais donnez pour lui d'abord. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, moi, je ne suis pas pressé, je ne suis pas amnésique. Je sais très bien dans quoi je suis. Ceux qui s'amusent, je vous le répète, dites-leur d'aller s'amuser ailleurs. Vous l'avez bien dit. Ceux qui ont besoin de tous les matins inventer des conflits entre Charles Blé Goudé et Gbagbo pour pouvoir exister, d'accord, mais je les laisse. C'est bien, moi je ne les condamne pas, c'est aussi un chemin. Et voilà, mais moi, je pense que mon père et moi, nous sommes dans un problème très sérieux et notre nation nous attend. Et au moment opportun, voilà, voilà. Monsieur le ministre, on a bien débattu. On va faire, si vous permettez, en 5 minutes, un tout petit jeu. C'est difficile de demander à un homme politique de répondre très rapidement, mais nous avons quelques questions et vous allez nous dire, vous êtes un habitué des tribunaux, par oui ou par non, si possible. Et vous avez un parti qui s'appelle le COJER, Congrès panafricain. Panafricain. Vous êtes un panafricain. Bien sûr. Vous êtes un panafricain. Dans l'âme. Dans l'âme, très bien. Que pensez-vous de nos enfants qui meurent dans la mer, rapidement, en tant que panafricains? Ils fuient la misère. Très bien. Ils ne fuient pas que la répression. Il faut faire en sorte que ce qu'ils viennent chercher ici en Occident puisse un jour se trouver chez nous pour ne plus qu'ils puissent mourir dans la mer. Très bien, merci monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ramène nos sculptures qui sont là? Vous avez vu un jeune Africain est parti au musée, demander à ce qu'on restitue nos masques et tout ça, et le Bénin a déjà fait la demande. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait un retour au patrimoine culturel africain de tout ce qui est venu ici après la colonisation et l'esclavage? C'est un acte de restitution qui devait couler de soi. On sait dans quelles conditions ces objets-là sont arrivés ici. Si l'Afrique, aujourd'hui, faite pour près de 17 pays africains, c'est 60 ans d'indépendance, 14 pays francophones et 3 autres pays qui ne sont pas francophones, je pense que, en principe, là où on parle d'indépendance, c'est un tout politique, indépendance politique, économique, culturelle. Les œuvres dont vous parlez, c'est culturel. Il faut remettre à l'Afrique ce qui lui appartient. Très bien. Est-ce que vous êtes pour une journée, on a des journées chrétiennes, des journées chrétiennes et tout, est-ce que vous êtes pour une journée laïque, c'est-à-dire nos fêtes traditionnelles, qu'on fera comme jour férié? Je pense que tout cela dépend de quelle société on veut bâtir. Beaucoup sont au retour. Parce que nous, on a un problème, on n'est ni africain, on n'est ni européen, on n'est ni occidentaux et on est au milieu. On est hybride. Il faut qu'on choisisse nos paradigmes. Fêter ses cultures, être fier de ses origines, n'est pas synonyme de rejeter les autres. Je suis pour que les Africains essaient de valoriser leur culture. C'est en s'appuyant sur sa culture qu'on s'ouvre au reste du monde. Voilà ce que la Chine a fait, pourquoi aujourd'hui elle concurrence l'économie mondiale. Au niveau de l'éducation, êtes-vous pour qu'on rétablisse les livres d'école purement avec l'histoire africaine, enseigner que l'Afrique, parce que beaucoup enseignent dans les livrets ici, plutôt l'histoire occidentale? On peut enseigner l'histoire africaine, mais on ne peut pas enseigner que l'Afrique. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui interconnecté. Voilà. Nos enfants doivent connaître leur culture, notre jeunesse doit connaître sa culture, mais aussi s'ouvrir sur le reste du monde. Telle est ma politique. Si vous êtes président, est-ce que vous allez faire une loi pour l'homosexualité? Mon équipe et moi, nous sommes en train d'y réfléchir. Merci, monsieur le ministre. Et dernière question, de la jeunesse syndicaliste à la FESI, au ministre de la Justice, quelle valeur pensez-vous, ministre de la Jeunesse, excusez-moi, quelle valeur pensez-vous que vous avez léguée à la jeunesse patriotique ivoirienne? D'abord, dis non quand on ne veut pas. Dis non dans la non-violence. Quand les fondamentaux sont bafoués, quel que soit le danger qu'il y a devant, savoir dire non. Un homme
doit savoir dire non. Souvent, le fait de ne pas savoir dire non amène à beaucoup de perditions. Très bien. Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous êtes un artisan de paix. Quel est l'appel que vous lancez à la jeunesse ivoirienne pour le 31 octobre 2020? Au-delà de la jeunesse ivoirienne, c'est d'abord aux hommes politiques que je m'adressais, à la classe politique ivoirienne, mais particulièrement au chef de l'État ivoirien. Il sait, Monsieur le Président, vous savez ce que nous avons vécu en 2010-2011. Je ne sais pas ce que les renseignements généraux vous font remonter, mais les signes ne sont pas bons. C'est à votre honneur de convoquer tous les Ivoiriens, les forces vives, autour d'une table, poser les problèmes, même qui fâchent, comme vous l'aviez exigé quand vous étiez dans l'opposition, pour ne pas conduire la Côte d'Ivoire vers une aventure sans issue. La Côte d'Ivoire en a besoin. Se précipiter pour aller à des élections le 31 octobre 2020, dans ces conditions-ci, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est suicidaire pour la Côte d'Ivoire. Les militaires pourront protéger ce qu'ils doivent faire. Les policiers pourront le faire. Je suis mieux placé pour vous dire que ceux qui viendront vous toujours vous dire que, Monsieur le Président, il n'y a rien, tout est géré. Ce n'est pas vrai. Je sais de quoi je parle. Écoutez ce message avec beaucoup de recul et pensez à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire vous reconnaîtra cela. Vous avez décidé d'être candidat à un troisième mandat parce que vous n'avez pas de dauphin. Il reste encore beaucoup de mois. Je pense que vous pouvez encore avoir le temps de réunir votre état-major et trouver un dauphin qui puisse porter la couleur du RHDP pour que la compétition ait lieu de manière saine. Parce que moi, je veux que celui qui gagne puisse gagner dans la paix, pour qu'il puisse gouverner dans la paix. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, jamais notre pays n'a fait une transition pacifique. C'est-à-dire qu'un chef d'État sortant qui remet le pouvoir à un chef d'État élu. Ça s'est fait au Ghana, ça s'est fait au Sénégal. Ça peut aussi se faire en Côte d'Ivoire. Tel est mon rêve. Je vous remercie. Monsieur Charles Goudet, Monsieur le ministre, Ziana TV a été ravi de ce moment ensemble. En tant qu'Ivoirienne, je retrouve l'homme. Peut-être que beaucoup espèrent encore celui qui va lancer ces fameux messages, ces fameux appels, toujours combatifs, toujours pugnaces et qui espèrent beaucoup en Afrique. Nous avons vraiment été ravis de vous rencontrer et je pense que c'est un honneur que vous nous avez fait d'être sur notre plateau ici. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Doriska, nous vous remercions. Ziana TV, auditeur, merci. Et je sais que vous avez passé un excellent moment avec Monsieur Charles Goudet, ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire. À très bientôt avec tous. Au revoir.